C'est un terrible et effroyable récit que nous livre aujourd'hui une policière américaine, Romaine Jenkins. Car toutes ces scènes racontées, elle les a vécues lors de son service. Cela, bien sûr, l'a durablement marquée. Alors, au vu des quelques éléments d'information objectifs que nous possédons et grâce à ses propres déclarations qu'elle a bien voulu nous donner, revenons sur ces faits tragiques, terribles, qui ont eu lieu aux États-Unis. Romaine Jenkins est une policière aujourd'hui à la retraite, mais qui, au cours de son service au sein des forces de l'ordre américaines, est devenue en quelque sorte une pionnière. À la fin des années 1960, alors toute jeune diplômée de l'école de police, elle rejoint la prestigieuse unité police de Washington, le Washington DC Police District. Notons que dans ces années-là, où l'Amérique reste encore très puritaine et très masculine, pour ne pas utiliser le terme contestable de machiste, elle a été la première femme détective, d'origine ethnique, noire de surcroît, à être immergée dans le service des homicides régionaux. Dans ce service, tout naturellement, elle se spécialise dans les affaires où les femmes et les enfants en bas âge sont victimes. Par chance ou par opportunisme pour elle, c'est le genre d'affaires que ses collègues masculins essayaient d'éviter. Le revers de la médaille, c'est qu'un certain nombre de ces affaires macabres, sordides, violentes, glauques parfois, étaient déchirantes et accaparaient une grande partie du temps de Romaine. Combien de fois reconnaîtra-t-elle dans ses mémoires, n'a-t-elle pas pu dormir la nuit, hantée par ces images, ces cris? C'est l'histoire de 6 jeunes filles, toutes enlevées et sauvagement assassinées en l'espace d'à peine 1 an et demi, entre 1970 et fin 1971. Certaines ont été agressées sexuellement et d'autres ont été retrouvées violentées et sauvagement battues à mort. Elle acquiert vite la certitude que toutes ont été tuées par un ou plusieurs tueurs mystérieux de la région, insaisissables, violents, sans foi ni loi. L'une des victimes est la jeune Carol Denise Spink, tout juste âgée de 13 ans. Issue d'une famille nombreuse et pauvre de Washington. Décrite comme timide et menue, Carol mesurait à peine 1,50 m et était sur le point de terminer sa 7e année au Johnson Junior High School. Le drame va avoir lieu le dimanche 25 avril 1971, un dimanche chaud et lourd de printemps. Alors que la mère, Alaitine, va rendre visite à ses parents, résidant à proximité, elle interdit aux enfants de sortir. La règle est stricte. Mais à la demande de sa sœur aînée, Valérie, 24 ans, Carole va sortir et se rendre pour des futilités au supermarché du coin de la rue, avec 5 $ en poche. Mais le supermarché est plus loin que prévu. 1 kilomètre tout de même, et il faut franchir le pont qui sépare l'État voisin du Maryland. Alors Carole, qui savait qu'elle risquait d'être punie si on découvrait qu'elle avait quitté l'appartement familial, marchait d'un pas rapide le long de Wheeler Road. Cependant, en chemin, manque de chance, Carole rencontre sa mère qui revenait justement à la maison. Furieuse, cette dernière la laisse tout de même aller à ce supermarché et entend bien la sermonner au retour.
Erreur fatale qu'elle ne se pardonnera jamais. Nous savons que Carol est arrivée au magasin ce dimanche soir. Elle a pris des plateaux repas, des sodas, du pain. Puis elle en repart pour rentrer chez elle où elle n'arrivera jamais. Comme elle n'est pas rentrée chez elle à temps, sa mère, inquiète, a appelé les forces de police et a déposé plainte pour disparition inquiétante. Sans perdre de temps, la mère organise elle-même des recherches parallèles avec les autres enfants, des amis, des proches. Mais rien, aucune trace, pas la moindre trace de la petite Carol. La première nuit est cauchemardesque, terrible, faite d'une insupportable attente. Et ce sera pareil pour les jours et les nuits qui suivent. On ne retrouve pas la trace de Carol ou même un quelconque indice. Malheureusement, leurs questions concernant son sort trouveront une réponse moins d'une semaine plus tard. Le samedi 1er mai 1971, 6 jours donc après la disparition de Carol Spink, un groupe d'enfants qui jouaient dans une zone herbeuse derrière l'hôpital Sainte-Élisabeth, qui est un hôpital psychiatrique important dans la région, situé à moins d'1 kilomètre du domicile familial, on retrouve le corps sans vie d'une petite fille sur un talus herbeux longeant l'autoroute. Ils arrivent à alerter un policier qui passait par là, et l'alerte est lancée. Une petite unité de police judiciaire se rend sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le lien avec la petite disparue de la semaine d'avant est vite fait. Les lieux, la description physique, les effets retrouvés sur place, le pull-over rouge, le short bleu, les chaussettes marron. Romaine Jenskin, l'inspectrice des homicides déjà évoqués, n'a pas directement investigué dans cette affaire, mais, curieuse, s'est tenue informée. On sait qu'elle a lu les notes de l'affaire et a communiqué des informations précieuses chaque fois que possible. Une autopsie du corps de la victime a révélé qu'elle avait été agressée sexuellement avant son décès et, détail macabre, a même été agressée sexuellement par derrière, après avoir reçu des volées de coups très violents et subi une strangulation fatale. Outre tous ces détails violents, l'autopsie a également révélé que la victime Carol n'était pas décédée il y a 7 jours, mais que le décès était plus récent, 2 à 3 jours tout au plus. Donc elle est restée avec ce monstre pendant plusieurs jours. L'un des très rares éléments de preuve que la police a découvert lors d'un examen approfondi sur le corps de la petite Carol Spink, ce sont ces petites fibres vertes trouvées sur ses vêtements. On pensait qu'elles provenaient d'un véhicule ou d'un tapis, mais elles ne fourniraient à la police qu'une piste très infime alors que l'enquête commençait à s'étendre sur plusieurs semaines. La jeune Darlenia Denise Johnson, cette jeune fille de 16 ans, vivant dans le même quartier que Carol Spinks et sa famille à Washington, marquera parallèlement notre jeune enquêtrice. Plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de la jeune Carol et la découverte de son corps. Là, l'école est terminée et Darlenia occupait son temps avec ses amis, son petit ami et son travail d'été de conseillère dans un centre de loisirs à proximité. Le 8 juillet 1971, Darlenia se rend à son travail à pied. Ce n'était en réalité pas très loin et prévient sa mère qu'elle ne rentrera pas, une soirée pyjama étant organisée au sein du centre de loisirs jusque tard dans la nuit. Mais elle ne reviendra jamais. Ce n'est que le lendemain que son absence a été véritablement remarquée sur son lieu de résidence. Un rapport de disparition a aussitôt été déposé et les policiers partent a priori sur la piste d'un enlèvement. Un témoin a affirmé l'avoir vue avec son petit ami cet après-midi-là, et un second témoin déclarera l'avoir vu se promener en voiture avec un homme afro-américain plus âgé. Le véhicule a été succinctement décrit comme un modèle ancien de couleur noire,
mais aucun détail précis n'a pu être donné. Ces auditions et cette piste d'un véhicule n'ont hélas mené nulle part. Dans les jours suivant la disparition de Darlenia, la rumeur courait que sa mère recevait des appels téléphoniques à des heures indues, où quelqu'un se moquait d'elle en lui disant « J'ai tué ta fille ». Les services de police mettent peu d'entrain à rechercher cette jeune fille disparue dans des conditions étranges. Ce n'est que 8 jours plus tard, donc vers la mi-juillet 1971, qu'un employé du département des autoroutes et de la circulation du district de Columbia, tombé en panne non loin de l'endroit où précisément le premier corps, celui de la jeune Carol, avait été retrouvé, va faire une macabre découverte. Mais son appel, ainsi qu'un second appel d'un tiers, vont rester lettre morte. 2 policiers locaux, dépêchés sur place, ne vont même pas descendre de voiture. Ils ne vont rien rechercher et conclure par un laconique message « Rien à signaler ». Mais l'un des témoins, ayant appelé ce jour-là, ne se laisse pas faire et décide de retourner voir sur place 1 semaine plus tard. Et là, avec stupéfaction, il va bien retrouver un corps, encore intact, malgré la putréfaction entamée avec la chaleur des derniers jours. Après diverses pressions, les services de police se rendront finalement sur place. Le corps a été retrouvé et a finalement été identifié comme étant celui de Darlenia Denise Johnson, cette adolescente de 16 ans disparue du quartier au tout début du mois de juillet. Dans cette affaire, on a très vite noté des similitudes importantes avec celle de Carol, cette autre adolescente assassinée quelques mois plus tôt. Non seulement le corps de Darlenia a été retrouvé presque au même endroit, mais les 2 jeunes filles portaient encore leurs vêtements signalés lors de leurs disparitions respectives. Malheureusement, comme pour Carol, une autopsie des restes du corps de Darlenia ne permettra pas de déterminer avec précision les causes de la mort, ni de la dater avec certitude. Mais un étranglement n'est pas, à ce stade, écarté au vu de quelques traces suspectes relevées. Et elle a subi maintes tortures. Brenda Faye Crockett était une fillette de 10 ans, vivant avec sa famille à Northwest, non loin du centre de Washington. Elle était menue et de petite taille, ce qui aura son importance plus tard. En effet, elle mesurait à peine 1,40 m et pesait environ 34 kg tout au plus. Le soir du 27 juillet 1971, vers 20 h, de nombreux enfants du quartier où réside Brenda s'apprêtaient à aller voir un film. Mais avant cela, sa mère décide de l'envoyer dans une épicerie de quartier pour effectuer de menus achats, notamment de la pâtée pour les 3 chiens de la famille. Plus tard, il ne semble pas établi, au vu de quelques rares éléments issus de l'enquête de police, que Brenda soit arrivée jusqu'à ce commerce. En tout cas, personne ne l'a croisée, personne ne l'a vue. Le commerçant ne se souvient pas d'elle. Ce n'est que tard ce soir-là que la famille, inquiète de ne pas la voir revenir, va s'inquiéter. On a commencé à la rechercher dans tout le quartier, à frapper aux portes et à appeler toutes les personnes que Brenda connaissait. Très étrangement, un appel va aboutir sur la ligne téléphonique familiale, et c'est la plus jeune sœur de Brenda, tout juste âgée de 7 ans, qui va répondre. Il est 21h20, alors, et c'est Brenda qui parle. Tout est étrange et mystérieux. Elle dira à sa sœur, je cite, « Un homme blanc est venu me chercher pour aller en Virginie, et je rentre chez moi en taxi. Un deuxième appel arrivera au domicile familial peu de temps après vers 22 h. Cette fois, c'était l'ami de la mère de Brenda qui répondra à l'appel. Malgré son insistance, il n'en saura pas plus. » Lorsque le petit ami de sa mère lui demande si elle est bien en Virginie, Brenda aurait répondu « non ». Est-ce que ma mère m'a vue? Cette question semblait dérouter tout le monde, et l'interlocuteur n'a pu que répondre
Comment ta mère pourrait-elle te voir si tu es en Virginie? Puis la conversation se poursuivit ainsi pendant un moment, Brenda ne semblant pas avoir de véritables informations à donner. Lorsque le petit ami de sa mère demanda à parler à l'autre homme, il n'entendit que des bruits de pas lourds à l'autre bout du fil. Brenda dit « Bon, à plus tard » et l'appel fut brusquement interrompu. La recherche de Brenda Crockett n'a pas été longue. Cependant, son dénouement a été tout aussi tragique que les 2 premiers enlèvements. C'est à peine 8 heures après la disparition de Brenda, aux premières heures du matin du 28 juillet 1971, qu'un autostoppeur voyageant sur la route américaine 50, tout près de la Baltimore-Washington Parkway, dans le Maryland, a découvert le corps sans vie de l'enfant de 10 ans, disparu dans la soirée. Comme les 2 autres victimes, elle avait, elle aussi, été étranglée, torturée. Le foulard qui avait servi était toujours enroulé autour de son cou, noué au milieu. Le plus inhabituel est que son corps semble avoir été lavé avant d'être abandonné le long de la route. Elle n'a pas été retrouvée avec des chaussures, mais la police n'a pas trouvé cela étrange après tout. Elle avait quitté sa maison sans porter de chaussures, pour autant que l'on sache. Cependant, les autorités ont noté que ses pieds semblaient incroyablement propres pour quelqu'un qui avait marché dehors, ce qui est devenu un indice important. Comme pour la toute première victime, la jeune Carol Spink, les experts ont pu trouver ici aussi de très petites fibres vertes sur les vêtements, ce qui laissait entrevoir un lien possible entre les 2 cas. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que les appels téléphoniques passés à la famille de Brenda avaient été falsifiés par le ravisseur, qui souhaitait fournir de fausses informations à la police. Ils ont noté que les 2 appels semblaient insister sur le fait que le ravisseur était un homme blanc, qui avait emmené Brenda en Virginie. Cependant, son corps ayant été retrouvé non loin de là, 8 heures seulement après son enlèvement, on peut raisonnablement supposer que c'était faux. L'inspectrice Romaine Jenkins émettra plus tard l'hypothèse que le kidnappeur était quelqu'un qui connaissait bien la mère de Brenda et qui voulait s'assurer qu'il n'avait pas été repéré avec la jeune Brenda, une fois kidnappée. Après tout, Brenda avait demandé spécifiquement « Ma mère m'a-t-elle vue ?» Il est même possible de supposer que les derniers mots de Brenda au cours de l'appel téléphonique « Je te verrai » indiquaient qu'elle était assez proche de chez elle. Peut-être connaissait-elle son ravisseur et n'était-elle pas trop loin de la maison de sa famille au moment de l'appel. Même si la police au départ a pensé que l'appel pouvait être falsifié, ils ont pensé par la suite que leur ravisseur aurait pu forcer Brenda à dire toutes ces choses au téléphone. Les enquêteurs ont continué à réfléchir à cette théorie au cours des mois suivants, en cherchant des pistes possibles. Dans le cas du premier meurtre attribué à cette tuerie, celui de Carol Spink, on a découvert qu'elle avait été retenue captive pendant un certain temps avant son décès. Dans le deuxième cas, celui de Darlenia, ses restes étaient trop décomposés pour déterminer la rapidité avec laquelle elle avait été tuée ou éliminée. La troisième victime a été retrouvée quelques heures seulement après sa disparition. Cela suggère une certaine urgence, comme si le tueur était pressé. Dans les années à venir, les détectives émettront l'hypothèse que cela implique un lien avec le quartier où vivait Brenda Crockett. Le tueur pourrait être quelqu'un du quartier qui voulait se débarrasser de la dépouille de la victime le plus rapidement possible. Peut-être pour ne pas être vu ou reconnu. Neno Moshia Yates, surnommée aussi Neno, pour ceux qui la connaissaient, était une élève de 6e année au lycée Kelly Miller à Washington. Cette fillette de 12 ans vivait avec son père et sa belle-mère dans un appartement du nord-est de la grande capitale, le long de Benning Road. La belle-mère de Neno
venait tout juste d'accoucher et le père de la fillette a dû jongler quelque temps entre l'hôpital et la maison pour prendre soin de la jeune Néno. Le 1er octobre 1971, au soir, comme une étrange répétition de l'histoire, survenue 2 mois plus tôt, une autre enfant se retrouvait à marcher le long de la grande route alors que le soir approchait déjà. Néno avait, elle aussi, été envoyée par sa famille dans une épicerie typique du quartier, juste en bas de la rue, pour y acheter du sucre, de la farine et des assiettes en carton. Il est juste 19h et le soir vient de tomber. Elle semble bien s'être rendue dans ce commerce car, plus tard, l'un des vendeurs reconnaîtra la jeune fille sur une photographie. Un autre employé déclarera avoir retrouvé ces mêmes objets achetés par la petite, à l'extérieur du magasin, éparpillés dans la rue, comme si la personne qui les transportait avait subitement disparu. Moins de 3 heures après sa mystérieuse disparition, le corps inerte de la petite Néno a été retrouvé, juste à côté de Pennsylvania Avenue, dans le comté de PG, dans le Maryland. C'est un autostoppeur de 16 ans qui l'avait découvert presque par hasard. Comme les autres victimes des meurtres précédents, Néno avait été étranglée et elle a subi des tortures. Elle était également entièrement habillée, à l'exception de ses chaussures qui manquaient ici sur la scène de crime. On sait qu'hélas, elle a aussi été sexuellement violentée avant de décéder. Autre similitude frappante avec les autres crimes déjà constatés. Des fibres vertes ont également été retrouvées sur ses vêtements, ce qui a permis de les relier au meurtre de Carol Spink et de Brenda Crockett. Un lien existe entre au moins 3 de ces affaires. L'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Néno a été tout aussi infructueuse que les 3 premiers meurtres, car les enquêteurs n'ont pas pu relier les preuves existantes à de véritables suspects et les témoignages qu'ils ont pu recueillir n'ont guère été utiles. Le témoignage le plus intrigant qu'ils ont cependant pu recueillir est celui d'un voisin qui a vu la jeune Néno monter dans une Volkswagen bleue. Cela a au moins fourni aux enquêteurs une piste. Mais retrouver le conducteur d'une Volkswagen bleue en 1971 dans la région de Washington, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Suite à ces 4 crimes de jeunes filles, le FBI, la police fédérale américaine, allait s'impliquer dans l'enquête. Le profilage criminel n'en était encore qu'à ses balbutiements, mais le FBI était impatient d'aider à résoudre cette affaire, qu'il avait qualifiée de façon prémonitoire d'œuvre d'un récidiviste. On sait seulement que le surnom de « fantôme de l'autoroute » a été donné au tueur inconnu, qui avait échappé aux enquêteurs pendant tout l'été et ce nom va lui rester, lui coller à la peau en quelque sorte. Car les meurtres de jeunes filles ne vont hélas pas s'arrêter là. Brenda Denise Woodward était une jeune fille de 18 ans qui vivait avec sa famille à Baltimore, dans le Maryland, le long de Maryland Avenue. Ces lieux sont proches de ceux où d'autres crimes avaient déjà été commis. Souvenons-nous-en. À l'automne 1971, elle a commencé à suivre des cours du soir dans un lycée, dans l'espoir d'améliorer ses compétences professionnelles en dactylographie. Le soir du 15 novembre 1971, Brenda a rencontré un camarade de classe et les deux ont dîné ensemble dans un restaurant de Washington, D.C. Après ce dîner décontracté, ils prennent tous les deux le chemin du retour, ensemble en bus. Pour des raisons de correspondance, ils vont se séparer et Brenda doit rentrer seule. Elle ne réapparaîtra plus. Au petit matin du 16 novembre 1971, quelques heures seulement après que Brenda Woodward avait été vue pour la dernière fois par son camarade de classe,
un agent de police de la ville de Cheverly patrouillait dans le secteur proche de l'hôpital du comté de Prince George, cet endroit déjà bien connu dans des affaires criminelles précédentes. Et c'est près de la rampe d'accès à la route 202, depuis la Baltimore-Washington Parkway, que cet agent de police a découvert le corps de Brenda. Comme il l'a raconté plus tard, je cite, « J'ai braqué ma lampe de poche dans ses yeux pour voir s'il y avait de la vie. Elle n'a pas cligné des yeux, elle n'a rien fait. » Comme les 4 premières victimes, Brenda Woodward avait été étranglée. Elle aussi, mais il semblerait que sa fin ait été beaucoup plus violente. Les autorités ont noté que la scène du crime était incroyablement macabre, que ses vêtements étaient tachés de sang et qu'elle avait 6 blessures par arme blanche sur différentes parties du corps. Les enquêteurs ont trouvé des marques de défense sur ses mains et ses avant-bras, indiquant une lutte entre Brenda et son agresseur. Le fait que cette victime a été poignardée à plusieurs reprises laisse penser qu'il s'agit d'un incident distinct, peut-être perpétré par un individu qui n'est pas lié aux 4 premiers crimes. En plus des blessures par arme blanche, les enquêteurs ont trouvé bizarre que la victime ait été retrouvée avec ses chaussures. Brenda portait toujours ses bottes noires, ce qui contrastait directement avec les premières victimes. Dans le développement le plus inhabituel de l'affaire jusqu'à présent, les enquêteurs ont découvert ce qui semblait être une provocation de la part du tueur. Lorsque le corps de Brenda a été retrouvé, son manteau avait été retrouvé drapé sur son corps. Lorsque les enquêteurs ont examiné ce manteau, ils ont trouvé une note manuscrite dans l'une des poches de la veste. Cela équivaut à de l'insensibilité envers les gens, en particulier les femmes. J'admettrai les autres quand tu m'attraperas si tu peux. Signé, fantôme de l'autoroute. Les enquêteurs ont ensuite émis l'hypothèse que cette note avait été écrite par Brenda elle-même. Et le FBI a ensuite établi un lien avec d'autres écrits de sa part. Elle semblait avoir été écrite de sa propre main, au crayon et sur un morceau de papier qui avait été arraché de son carnet. Il est probable qu'elle lui ait été dictée par le tueur. Un examen des vêtements de Brenda a permis de découvrir 2 échantillons de cheveux différents. L'un, selon les autorités, appartenait à un homme de race blanche. L'autre appartenait à un homme afro-américain. À la suite de cette récente découverte, la police a encore eu du mal à accepter l'idée que Brenda avait été tuée par la même personne qui avait assassiné Carol, Darlenia, Brenda et Neno. Plusieurs différences notables ont permis de distinguer ce cas. Il s'agissait notamment du fait que c'était la première fois que la victime avait été poignardée à plusieurs reprises. Mais les enquêteurs ont justifié ce fait en invoquant le fait que la victime était beaucoup plus âgée. Le tueur avait presque exclusivement ciblé des enfants avant Brenda. Elle, en revanche, avait 18 ans et était probablement beaucoup plus consciente de ce qui lui arrivait. Pour la police, cela expliquait les blessures défensives sur ses mains et ses avant-bras, et les blessures par arme blanche elles-mêmes. La police a cependant eu du mal à comprendre d'autres différences, comme la note retrouvée dans la poche du manteau de Brenda, qui semblait narguer les enquêteurs, et le fait que Brenda portait toujours ses bottes. Les autres victimes s'étaient fait retirer leurs chaussures ou ne les portaient pas. Ces différences semblent indiquer que Brenda était une exception, et excusez-moi du mot, peut-être même une victime mal étiquetée. Pendant près de 6 mois, d'avril à novembre 1971, celui qu'on appelle très vite le fantôme de l'autoroute avait frappé presque régulièrement. Il y avait certes de longs intervalles entre certains crimes, mais 5 jeunes femmes avaient été tuées au cours de l'année 1971. Avec le 4e meurtre, le FBI s'était impliqué et les enquêteurs étaient désormais à la recherche d'un seul tueur qui semblait désormais accepter son surnom.
Cependant, après le meurtre de Brenda, le fantôme de l'autoroute disparut pendant près d'1 an. Ce n'est qu'en septembre 1972 que les enquêteurs le déclarèrent à nouveau actif. Mais on sait aussi qu'ils avaient été distraits par d'autres tâches importantes nationales et avaient peut-être un peu laissé tomber l'affaire. Nous sommes en plein été 1972. Diane Denise Williams était une jeune fille de 17 ans, connue pour son sens impeccable de la mode. Aspirant à devenir un jour mannequin, elle venait de commencer sa dernière année au lycée Ballou de Washington. Et durant cet été-là, Diane était tombée amoureuse d'un garçon à qui elle consacrait le plus clair de son temps. Le 5 septembre 1972, Diane prépara, comme elle le faisait souvent, le dîner pour toute sa famille, puis partit rendre visite à son petit ami pour la soirée. Rien d'anormal jusque-là. Diane a passé plusieurs heures ce soir-là avec son petit ami, avant de rentrer chez elle. Il l'a raccompagnée jusqu'à un arrêt de bus situé à proximité, le long de l'avenue Martin Luther King. Curieusement, c'est à 2 pas des 2 premières scènes d'enlèvement de l'année 1971, celle de Carol Spink et d'Arlenia Johnson. Mais aucun des 2 jeunes gens ne le sait bien sûr. Après avoir embrassé son petit ami pour lui dire au revoir, Diane Williams a été vue pour la dernière fois montant à bord du bus urbain, en direction de la maison de sa famille à LA Terrace. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Le lendemain, le 6 septembre 1972, le corps de Diane Williams fut découvert par un chauffeur de poids lourd sur l'autoroute 295. Il s'était arrêté sur le bord de la route, juste au sud à la frontière séparant Washington DC et l'État du Maryland. C'était à moins de 3 kilomètres du domicile de Diane et toujours, une fois encore, proche des lieux des crimes précédents. La police a été appelée sur les lieux et il a été immédiatement émis l'hypothèse que Diane était une victime du Freeway Phantom, le fantôme de l'autoroute, qui n'était alors plus en sommeil. Elle portait bien les vêtements qu'elle portait lors de sa disparition, mais ses chaussures avaient été retirées. Tiens, c'est étrange. Les enquêteurs les retrouveront, délicatement posées juste à côté de son corps, comme si elles avaient été volontairement délicatement placées là par le tueur. Comme les autres victimes, Diane avait été étranglée, mais une autopsie ne révélera aucun signe d'agression sexuelle apparente. Cependant, malgré l'absence de signes évidents d'agression sexuelle, la police a trouvé du liquide biologique sur les vêtements de Diane. À l'époque, ils ont supposé qu'il provenait de son petit ami, à qui elle avait rendu visite juste avant de disparaître. Même si ce dernier avait insisté sur le fait qu'il n'avait eu aucune activité sexuelle cette nuit-là. Cet échantillon de liquide biologique est resté non testé pendant plusieurs décennies, mais il va sans dire que cela n'a été découvert que bien plus tard. L'enquête a été menée principalement par le Metropolitan Police Department of District of Columbia, MPDC. C'est lui qui a mené l'essentiel de l'enquête, notamment en parlant aux témoins clés et en parcourant les quartiers où les enlèvements ont eu lieu. Mais il n'a pas été en mesure de faire avancer l'affaire de manière significative. Le FBI avait commencé à participer à l'enquête après le 4e meurtre, celui de Neno, lorsqu'il était devenu évident qu'il s'agissait d'un récidiviste qui visait plusieurs jeunes victimes. Cependant, la coopération du FBI s'était rapidement évaporée lorsqu'il était devenu évident que d'autres tâches nationales les appelaient ailleurs. Finalement, déchargé d'une enquête plus politique que policière, le FBI entrera à nouveau dans l'enquête en 1974. Il créa un groupe de travail qui comprenait plus de 100 détectives et agents fédéraux. Les détectives des comtés PG et de Montgomery du Maryland,
la police de l'État du Maryland. Le tueur en série, surnommé le fantôme de l'autoroute, avait déjà étranglé et tué 5 jeunes filles, toutes d'ethnie noire en 6 mois, avant de disparaître pendant près d'1 an. Lorsqu'il revint, près d'1 an plus tard, en septembre 1972, il s'en était pris à une autre victime dans le quartier de Congress 8. Il se retrouva alors sur les lieux des 2 premiers crimes et la police déterminera que cette dernière victime, Diane Williams, avait été enlevée non loin de l'endroit où Carol et Darlenia avaient, elles déjà, été enlevées. On a bien essayé de rattacher d'autres cas à cette série dramatique de crimes perpétrés par le fantôme de l'autoroute. Le cas le plus notable que la police avait initialement attribué au fantôme était le meurtre d'Angela Barnes, 14 ans. Elle avait été tuée en 1971, exactement entre le 2e et le 3e meurtre. Mais contrairement aux autres, elle avait été tuée par balle. La police a fini par l'écarter complètement, après avoir résolu l'affaire et arrêté 2 autres personnes pour ce crime, qui ont tous 2 été condamnés par la suite. L'autre cas qui pourrait être lié à l'affaire selon la détective Romaine Jenkins est le meurtre de Tara Ann Bryant, qui a également été tuée en novembre 1972, soit 2 mois après le dernier meurtre connu du Freeway Phantom. Cette date est antérieure à celle de la tuerie connue et a été écartée en raison d'un manque évident de preuves, mais reste néanmoins une réelle possibilité. Les enquêteurs avaient établi une chronologie bien datée des événements à laquelle ils s'étaient obligés de se conformer. Ils attribuaient au Freeway Phantom 6 meurtres, ceux de Carol Spink, Darlenia Johnson, Brenda Crockett, Neno Moshia Watts, Brenda Woodard et maintenant Diane Williams. Toutes ces victimes avaient un certain nombre de traits en commun. Il s'agissait de femmes afro-américaines, toutes âgées de 10 à 18 ans, qui vivaient tout le long du Washington Beltway, qui avaient été enlevées alors qu'elles marchaient et dont les corps avaient été jetés sur des routes très fréquentées, toujours des routes express et des autoroutes. Elles étaient toutes de même corpulence, nous l'avons vu, petites et menues, ce qui a conduit les enquêteurs à penser que le tueur avait peut-être pris toutes ces femmes pour des femmes de la même tranche d'âge. 4 victimes ont vu leur corps abandonné dans le comté de Prince George, dans le Maryland, tandis que 2 autres ont été éliminés à Washington, D.C. Les enquêteurs pensent que cela pourrait avoir été fait intentionnellement, le tueur essayant de brouiller les pistes de l'enquête, en chevauchant les juridictions très proches dans ce secteur géographique. Fait plus inhabituel, 3 des victimes portaient le même 2e prénom, Denise. 2 autres, le même prénom, Brenda. Ces corrélations étranges n'avaient probablement aucune importance, mais elles intéressaient les médias à l'époque. Les articles de presse du début des années 1970 laissent entendre que le tueur détestait ces prénoms, mais la police n'a pas déclaré avoir de preuves formelles là-dessus. 3 des victimes avaient été agressées sexuellement, dont une agressée par derrière. Cependant, l'une des victimes était trop décomposée pour que les autorités puissent l'écarter, et une autre avait du liquide biologique sur ses vêtements, ce qui laisse penser que 5 d'entre elles au moins avaient été victimes d'agressions sexuelles. Par une autre coïncidence, 5 des 6 victimes ont été identifiées comme étant apparentées grâce à des fibres vertes trouvées sur leurs vêtements. L'une des victimes connues n'avait pas de fibres vertes, mais on sait que les rapports de police avaient été très succincts. Des cheveux appartenant à 2 hommes inconnus ont été retrouvés sur les vêtements de Brenda, cheveux dont l'origine est inconnue. La police a utilisé ces cheveux au cours des années suivantes pour vérifier la validité des suspects, mais n'a pas réussi à les relier à qui que ce soit.
Un suspect va finalement apparaître dans les investigations policières. C'était un jeune homme nommé James Groom, dont le nom a été mentionné pour la première fois dans l'édition du 21 octobre 1972 de plusieurs journaux régionaux. C'était environ un mois après le dernier crime attribué au Freeway Phantom, et James Groom, qui vivait dans le nord-ouest de Baltimore, venait tout juste d'être arrêté pour l'enlèvement et l'agression sexuelle d'une jeune femme. La victime, une jeune serveuse de 17 ans, attendait à un arrêt de bus lorsqu'un jeune homme blanc s'est arrêté au volant de sa voiture et lui a demandé son chemin. Pendant qu'il parlait, son bus était déjà arrivé et reparti. Alors l'homme lui a proposé de la raccompagner chez elle. Elle a accepté à contre-cœur pour découvrir que l'homme n'avait aucune intention de la conduire à destination. Il l'a conduite dans un endroit isolé où elle a ensuite été agressée sexuellement. Elle se défend, se débat et lui révèle ces mots étranges. Avez-vous déjà entendu parler du fantôme de l'autoroute Baltimore-Washington? Eh bien, je suis lui. Au cours de cette brève rencontre, l'homme a également dit à la jeune victime qu'il était récemment revenu du Vietnam, qu'il se sentait seul et qu'il en avait assez d'être incompris de tous. Il a finalement laissé partir la victime sans lui faire plus de mal, et l'incident a été signalé à la police. James Groom a été arrêté et accusé d'enlèvement et d'agression sexuelle. Mais cet homme est-il le vrai fantôme de l'autoroute? Ou s'en attribue-t-il simplement les mérites et la gloire? Car James Groom est blanc. On ne sait pas si la police a enquêté sur James Groom en tant que suspect légitime, mais dans les diverses enquêtes criminelles, son nom n'apparaîtra pas. Il est très possible qu'il n'ait rien à voir avec les crimes du Freeway Phantom, mais son nom restera, par erreur sans doute, lié à ces faits criminels. En 1974, 2 autres noms ont encore été ajoutés à la liste des suspects potentiels. Edward Selman, parfois appelé Edward Sullivan, et Tommy Simon. Tous deux étaient d'anciens policiers arrêtés en lien avec le meurtre d'Angela Barnes en 1971. Angela Denise Barnes était une adolescente de 14 ans qui a disparu le 12 juillet 1971, quelques jours seulement après la disparition de Darlenia Johnson. Elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à une amie, tard dans la nuit, au milieu de l'été, et son corps a été découvert le lendemain matin à Waldorf, dans le Maryland. Contrairement aux autres victimes du Freeway Phantom, elle avait reçu une balle dans la tête, mais son cas a été lié, un peu vite et sans preuve formelle, aux autres victimes immédiatement après son crime. Au cours des premières années de l'enquête sur le fantôme de l'autoroute, la police avait rapidement lié la mort de Barnes à un tueur inconnu qui ciblait les jeunes filles noires dans la région de Washington, D.C. Cependant, cela a changé en 1974, lorsque Selman et Simon ont été arrêtés pour le crime et accusés de meurtre. Cela innocentait en quelque sorte le fantôme de l'autoroute. Les 2 hommes finirent par être reconnus coupables du crime et condamnés à de longues peines de prison. À ce stade, les enquêteurs avaient admis que l'affaire Denise Barnes n'était pas liée aux 6 autres meurtres et qu'ils ne pensaient pas que Selman ou Simon avaient quoi que ce soit à voir avec la vague de crimes ciblés. L'une des autres pistes les plus prometteuses que les enquêteurs pourraient suivre concerne un groupe de délinquants sexuels connus, surnommés par les médias les violeurs de Green Vega. Il s'agissait d'un petit gang qui opérait dans la région de Washington, D.C., principalement le long du Washington Beltway, mais s'étendant jusqu'au Maryland. Ces hommes circulaient dans une Chevrolet Vega verte qu'ils utilisaient pour kidnapper et agresser sexuellement des jeunes femmes.
d'où leur surnom, les Green Vega. Tous les membres connus de ce gang avaient été incarcérés pour violences sexuelles à l'époque où la vague de crimes du Freeway Phantom a pris fin et avaient été incarcérés en Virginie. Quelque temps s'était déjà écoulé depuis la fin de la série de crimes du Freeway Phantom, lorsqu'une information anonyme transmise à la police a fait état d'un lien possible entre les Green Vega et la série de crimes toujours non résolus. Selon cette information, les Green Vega, tous emprisonnés pour des crimes de violence sexuelle, étaient responsables de plus de 100 agressions dans la région. L'enquête piétinera mais permettra tout de même d'identifier avec certitude 3 des victimes du meurtre à partir d'une série de photos. Les enquêteurs ont pensé que cela suggérait une sorte de lien. Ils ont donc continué à enquêter sur cette piste. Des informations fournies, il ressortira qu'un des membres au moins du gang a participé aux crimes commis par le Freeway Phantom. Il était impliqué dans les meurtres et a commencé à donner des détails sur les dates, les heures et les lieux précis, appelés des détails de signature, des détails intimes qui n'étaient connus que des parties responsables et des enquêteurs. Maurice Warren, l'un des mis en cause, a été emmené hors de prison vers des endroits précis et a commencé à indiquer les endroits où les victimes avaient été enlevées, agressées, torturées, puis éliminées. Ces informations semblaient légitimes, bien que quelque peu dispersées, et les enquêteurs ont pris ces propos au sérieux. Bien qu'il semble connaître des détails précis sur les différents meurtres, ce détenu, Maurice Warren, avait des alibis pour les jours de plusieurs crimes, si bien que les enquêteurs ont commencé à supposer qu'il avait obtenu ces informations ailleurs. Il est probable que le détenu qu'il était ait été impliqué dans les meurtres du Freeway Phantom. Cette piste a fini par dérailler, car les détails de cette confession ont été divulgués à la presse par le procureur du comté, qui se présentait à la réélection à l'époque. Il voulait vanter son bilan auprès des électeurs et a annoncé aux médias qu'il était sur le point de résoudre l'affaire. Maurice Warren a effectivement entendu cela à la radio et est resté silencieux, craignant que davantage de détails sur sa coopération soient divulgués aux médias, et il a refusé de faire d'autres déclarations. Il s'est immédiatement rétracté de toutes ses déclarations antérieures et a retiré ses aveux précédents. Cette situation a été aussi frustrante pour les proches des victimes que pour les enquêteurs. Il s'agissait d'une piste aussi prometteuse que toutes celles qui avaient été découvertes jusqu'alors, mais qui s'étaient évaporées. Le détenu coopératif ne parlant plus, cette piste a rapidement disparu. Les enquêteurs qui s'occupaient de l'affaire à l'époque ont continué à croire que les Green Vega étaient responsables des meurtres du Freeway Phantom, beaucoup d'entre eux jusqu'au jour de leur mort. Cependant, d'autres détectives qui ont traité ou examiné l'affaire au cours des années qui ont suivi ont souligné que la plupart des informations fournies par Maurice Warren étaient toutes celles qu'il aurait pu obtenir grâce à la couverture médiatique des meurtres. Il ne pensait pas qu'il avait de véritables informations privilégiées et doute toujours que cette bande de pervers soit responsable d'une série de meurtres. Néanmoins, le doute persiste sur cette affaire et sur l'implication potentielle des violeurs de Green Vega. D'autres pistes seront explorées, comme celle d'un malade mental. Un certain Robert Askin, hospitalisé dans ces années 1970-1971, à l'hôpital psychiatrique Sainte-Élisabeth, proche des lieux des premiers crimes. Tiens donc. Le mois suivant, la police a fouillé le véhicule de Robert Askins, qui a déclenché d'autres alertes. Elle a découvert 2 boutons et une boucle d'oreille en or sous son siège arrière.
Malheureusement, elle n'a pas pu les relier à des victimes en particulier. Malgré tous les liens provisoires que les enquêteurs avaient établis entre Asking et les crimes du Freeway Phantom, il n'y avait aucune preuve directe le reliant. Rien ne semblait le relier aux 6 victimes, et une comparaison des fibres vertes trouvées sur les vêtements de 5 des 6 victimes ne correspondait à rien qui appartenait à Robert Askins. Robert Askins sera plus tard reconnu coupable d'enlèvement et d'agression sexuelle, à la suite des 2 incidents distincts, dont celui qui l'avait mis sur le radar des enquêteurs. Il sera condamné à la prison à vie et finira par passer plusieurs décennies dans des pénitenciers. Il est décédé en avril 2010 à l'âge de 91 ans, survivant de près d'un siècle à sa victime assassinée en 1938. L'un des premiers détectives du Freeway Phantom, qui soupçonnait depuis longtemps Askins d'être le meurtrier, a continué à correspondre avec le condamné jusqu'à sa mort en 2010. Robert Askins reste l'un des suspects les plus populaires dans les médias et de nombreux détectives originaux le préféraient largement comme étant le Freeway Phantom. Lorsque les enquêteurs ont annoncé que le tueur de la Freeway Phantom était très probablement un Afro-Américain, cette animosité envers la police locale a commencé à se transformer en méfiance généralisée. En vérité, cette animosité était basée sur des analyses statistiques de l'époque, qui montraient que les tueurs avaient tendance à cibler leur propre groupe ethnique, le plus souvent. Mais elle était survenue après des mois d'inactivité et d'apathie perçue. En 1971, une réunion publique a été organisée à Congress Heights par une agence locale de lutte contre la pauvreté. Lors de cette réunion, qui a réuni plus de 100 personnes, les habitants ont exprimé leur mépris pour la réponse de la police au meurtre. Une résidente locale, Glendora Thomas, était présente et a déclaré, je cite, « La police commet des crimes en ne prenant pas soin de nos enfants. » C'est le discours qui semblait être utilisé dans les premières années de l'enquête. La police n'en faisait pas assez pour arrêter le meurtrier. Nous savons que plusieurs enquêteurs travaillaient dur sur l'affaire, mais n'avaient que très peu de ressources pour travailler. Après tout, c'était les années 1970, et à part un témoignage oculaire explosif, les détectives n'avaient pas grand-chose à leur disposition. Cependant, dans les années 1980, l'affaire n'était toujours pas résolue. Les enquêteurs avaient suivi plusieurs pistes à ce stade, notamment celle de Robert Askins et des Green Vega, mais n'avaient pas grand-chose à montrer. En 1980, le Washington Post a écrit un article sur l'affaire, qui comprenait des déclarations de 2 membres de la famille des victimes. Le premier était celui de Léon Williams, le père de Diane Williams, la 6e et dernière victime du meurtre du Freeway Phantom. S'adressant au Poste, Williams a déclaré, je cite, « Si c'était une fille blanche, la police aurait trouvé la personne. Je ne crois pas que la police ait suivi les pistes qu'elles avaient. Pourquoi pensait-il que la personne était noire? Pourquoi n'enquête-t-il pas aussi sur les blancs ?» Cette déclaration semble impliquer que les enquêteurs n'ont pas correctement exposé leur enquête aux proches des victimes ou n'ont tout simplement pas pris en compte leurs sentiments. Ce sentiment de colère a également été partagé par la sœur de Carol Spinks, Evander Spink, qui a déclaré, je la cite, « Vous pouvez être sûr que si ces filles avaient été blanches, la police aurait résolu ces affaires. Ils ne se soucient pas de nous.
Toutes les affaires impliquant des filles blanches sont encore médiatisées, mais les nôtres ont été oubliées. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui pensent que la police n'a pas donné à l'enquête les ressources ou les effectifs nécessaires. Bien que plus de 25 policiers de Washington DC aient été affectés à l'enquête à un moment donné, ce sentiment est partagé par au moins un haut gradé de la police, qui travaillait pour le département au moment des meurtres. Tommy Musgrove a rejoint le MPDC de Washington en 1972 et a fini par gravir les échelons jusqu'à diriger l'ensemble de l'unité des homicides. Aujourd'hui à la retraite, il a accepté de s'exprimer auprès du Washington Post en 2006, dans lequel il a dénoncé la manière dont les victimes avaient été traitées au cours des années suivantes. Ces filles noires ne signifiaient rien pour personne. Je parle de la police. Si ces filles avaient été blanches, il y aurait eu plus de personnel. Cela ne fait aucun doute. Lewis Crockett, le père de Brenda, affirme lui aussi qu'il n'a jamais pu se remettre émotionnellement de la mort de sa fille. Cette mort l'a marqué à jamais. Un sentiment partagé par Margaret Williams, la mère de Diane Williams, qui n'était plus la même après le meurtre de 1972. Patricia Williams, la sœur de Diane, a également ressenti ce sentiment. Elle est restée marquée à vie par la mort de sa sœur et est devenue plus tard policière à Washington DC. Elle a fini par diriger la brigade des maltraitances d'enfants pendant plusieurs années, dans l'espoir d'améliorer la vie des enfants de la région des Deux-Sées. Aujourd'hui à la retraite, elle a toujours rêvé d'être celle qui résoudrait l'affaire du fantôme de l'autoroute, espérant être celle qui lui passerait personnellement les menottes. En 1973, les membres de cette famille se sont réunis pour former l'organisation Freeway Phantom, un groupe de proches qui souhaitaient se soutenir mutuellement à la suite de cette tragédie. Ils ont fait des apparitions lors d'événements publics et ont essayé de suivre l'enquête, espérant se soutenir mutuellement et faire bonne figure. Ils ne voulaient pas que leur vie soit ruinée à jamais à cause des actions d'un tueur fou et se sont unis pour lutter contre cela. Au fil des décennies, sans réponse, le nombre de participants à ce groupe a continué de diminuer. Des parents, des frères et sœurs et d'autres proches sont décédés au cours des années qui ont suivi. Mais ceux qui restent continuent d'espérer que l'affaire pourra être résolue, si ce n'est pas maintenant, du moins un jour. L'enquête sur le fantôme de l'autoroute a longtemps été considérée comme une affaire classée. Au début des années 1980, l'affaire était déjà en sommeil et elle le restera pendant plus de 2 décennies. Ce n'est qu'en 2001 que l'affaire a été officiellement réouverte, lorsque le détective James Trumlin l'a pris en charge comme un défi personnel. Cependant, après avoir reçu le dossier, il a réalisé à quel point la bataille allait être ardue. Non seulement les dossiers étaient perdus, mais ils avaient complètement disparu. Les dossiers avaient été perdus par la police de Washington DC au cours des années qui avaient suivi et étaient introuvables. Il a pu récupérer de nombreux documents auprès de la police de l'État du Maryland, qui avait soigneusement conservé les dossiers, mais n'avait aucune idée de ce qui avait été perdu au cours des décennies précédentes. Beaucoup des détectives d'origine étaient à la retraite depuis longtemps, voire décédés, lorsque il a été chargé de l'affaire. Mais il a commencé à travailler à rebours, dans l'espoir de recréer l'enquête qui était restée longtemps inactive. Même si la plupart des preuves étaient mal conservées, si tant est qu'elles aient été conservées, et qu'elles n'aient pas disparu à jamais. Il espérait que les progrès de la technologie de l'ADN permettraient d'examiner de plus près le tueur du Freeway Phantom. Il a donc commencé à chercher tout ce qui correspondait à ces critères, et, étonnamment, il a trouvé quelque chose. Le corps de Diane Williams, la 6e et dernière victime, ayant été retrouvé près de la frontière entre Washington DC et le Maryland. La police de l'État du Maryland avait initialement mené l'enquête.
Elle avait catalogué les preuves et les avait conservées. La police avait initialement trouvé du liquide biologique sur les vêtements de Diane Williams et avait écarté la possibilité qu'il s'agisse de celui de son petit ami. Cela est revenu en jeu environ 30 ans plus tard, en 2002, lorsqu'il a soumis cet élément de preuve à des analyses médico-légales bien plus pointues. Malheureusement, cela a marqué le début d'une période vraiment frustrante, au cours de laquelle la police de l'État du Maryland a conservé l'objet en attente, mais n'a pas pu le tester en temps voulu. L'enquêteur a donc récupéré la preuve et l'a soumise à la base de données médico-légale du FBI, où la même chose s'est produite. Malgré les nombreuses ressources dont disposaient nos agents chargés de l'application de la loi, cette preuve semblait rester dans un arriéré perpétuel, les agences locales et fédérales n'étant pas en mesure ou ne voulant pas l'attester. Le détective a alors repris les preuves et les a soumises à nouveau à la police de l'État du Maryland. Après cette troisième et dernière soumission, la garde de ces preuves est devenue un sujet de débat. Nous savons que ce vêtement n'a pas été testé pour l'ADN par la police de l'État du Maryland, ni par le FBI, mais il a été en possession de la police de l'État du Maryland, qui n'a pas confirmé qu'elle détenait réellement les preuves. C'est vraiment exaspérant de savoir que les enquêteurs auraient pu être si près de résoudre au moins l'un des principaux mystères de cette affaire, mais qu'il s'est perdu dans un océan de bureaucratie et de légalité. On ne sait pas où se trouve aujourd'hui cette preuve. La police de l'État du Maryland n'a pas admis qu'elle détenait ces preuves, mais elle refuse également de les commenter directement. Le détective James a travaillé sur cette affaire pour la dernière fois en 2009 et, à sa connaissance, la police de l'État du Maryland avait reçu les preuves mais n'en avait rien fait. Il a pris sa retraite l'année suivante en 2010 et n'avait reçu aucune nouvelle officielle de la police du Maryland. L'affaire du fantôme de l'autoroute reste ouverte à la division des homicides du MPDC comme une affaire non résolue, mais sans aucune ligne d'enquête active. James Trenholm, l'inspecteur des homicides à la retraite qui a relancé l'affaire il y a plus de 10 ans, continue de croire que le tueur vivait dans le quartier des deux premières victimes, Carol et Darlenia. Les deux jeunes filles ont disparu à quelques pâtés de maison, l'une de l'autre, et leurs corps ont été retrouvés à quelques mètres l'un de l'autre, probablement abandonnés sur une route surplombant le talus herbeux où ils avaient été retrouvés. L'enquêteur pense que le meurtrier vivait à Congress Heights, juste au sud de l'hôpital Saint-Élisabeth, et qu'il avait probablement commencé à se diversifier lorsqu'il avait commencé à craindre d'être vu ou reconnu. Cependant, James fait remonter les origines du tueur au quartier de Congress Heights, où, comme il le dit si bien, il s'y sentait en sécurité, il avait le sentiment qu'il pouvait faire son boulot et s'en tirer. Romaine Jenkins, l'enquêtrice des homicides à la retraite, a toujours été obsédée par ces affaires. Elle s'en est occupée au milieu des années 1980, espérant susciter une sorte de renouveau, mais elle n'avait ni les ressources ni les heures nécessaires pour y parvenir. Aujourd'hui, elle continue de réfléchir à cette affaire qui la hante toujours. Romaine pense que le meurtrier était soit un militaire, soit un homme qui menait une vie de transition. Il s'agissait peut-être d'un vétéran de la guerre du Vietnam, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique non traité, ou peut-être d'une personne qui nourrissait une rancune vicieuse envers les forces de l'ordre. Malgré leurs divergences d'opinion sur cette affaire, James et Romaine s'accordent sur un certain nombre de points concernant le Freeway Phantom. Ils croient tous deux que le tueur était un jeune homme noir qui a su s'intégrer dans le quartier où il a commis ses enlèvements. Il a pu se rapprocher de ses victimes puis les maîtriser. Le 50e anniversaire de la vague des crimes de Freeway Phantom continue de planer sur la région de Washington DC. Et malgré les efforts de nombreux enquêteurs assidus, il est peu probable que l'affaire soit résolue de sitôt. J'espère que cette affaire a été assez précise.
car les notes et la discussion téléphonique de cette ancienne enquêtrice avec moi n'étaient pas simples à traduire. Je la remercie énormément pour sa confiance. C'est la fin de cette affaire qui particulièrement a été très dure pour moi. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.